tous, bienvenue à ce webinaire sur le thème du lancement d'un nouveau produit, comment protéger vos créations grâce à la propriété intellectuelle. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on va essayer de faire tenir ce gros programme en une demi-heure, donc le temps qu'on s'est imparti pour vous présenter notre sujet. Alors, d'abord, quelques mots sur Dreyfus. C'est un cabinet en conseil en propriété industrielle qui a été fondé en 2004. Nous sommes membres de la CNCP, donc garantie de compétences, d'indépendance et d'éthique professionnelle. Donc, évidemment, nous sommes soumis à la confidentialité. Et on a ça ressemble toutes. Pardon ? On a une expertise dédiée à la propriété intellectuelle, à l'économie numérique et aux nouvelles technologies. Voilà. Donc, on a une vision 360 degrés de la propriété intellectuelle, une expertise pointue et personnalisée. Nos compétences sont transverses, c'est à la fois juridique et à la fois technique, puisqu'on a parmi nous un ingénieur, Emmanuel Harard, qui nous accompagne sur nos dossiers. On essaie toujours d'être le plus réactif et le plus dynamique possible pour vous aider à avancer efficacement dans vos dossiers. Et on a aussi des outils développés sur mesure, comme notre plateforme Dreyfus IP Web, qui permet de gérer les dossiers en ligne et à distance. Notre expertise couvre divers domaines, donc comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc on est principalement connu pour les nouvelles technologies, mais on est aussi expert en marque, dessin et modèle, droit d'auteur, obtention végétale, donc c'est un peu plus rare, mais on en a, et nom de domaine, réseaux sociaux. Alors nos intervenants, aujourd'hui Nathalie n'a pas pu être présente, mais c'est pas grave puisqu'on a quand même de super experts parmi nous. Donc je vais vous présenter rapidement. Donc Morgane Sanson, qui est juriste au sein du cabinet, Floriana Salem et Lida Pourmomen et moi-même, Soraya Zrek. Et donc, on est ravis de vous présenter ce webinaire. Alors, le programme donc, qui se divise en deux parties. Donc, tout d'abord, le plan de lancement d'un nouveau produit et la propriété intellectuelle. Et ensuite, comment établir sa protection de marque, donc sa stratégie en matière de protection de marque, à la fois dans le monde réel et dans le monde digital, puisque les deux sont extrêmement liés. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Floriana. Merci Soraya. On va commencer par le plan de lancement d'un nouveau produit et la propriété intellectuelle. Tout d'abord, il faut comprendre les exigences de l'entreprise sur la création des signes identificateurs. Les questions plus importantes à se poser, tout d'abord, quels sont les signes identificateurs de votre entreprise? Ces signes vous permettent aux consommateurs de reconnaître votre entreprise ou non. Sont-ils définitifs? Sont-ils destinés à évoluer dans le temps? Ces signes sont-ils utilisés de façon uniforme dans tous les pays? Ce sont les questions de base pour pouvoir élaborer une stratégie dans le moment du lancement d'un nouveau produit. Après, on parle de brand content et le monde digital. Tout d'abord, on va définir le brand content. Le contenu de marque vise à accroître la notoriété de la marque sur le web et sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à construire sa e-reputation, réputation, c'est-à-dire l'image dans le web. Le brand content est formé par l'histoire de la marque, les attributs techniques et les expertises de l'offre, une véritable connaissance des consommateurs ciblés et un benchmark des contenus éditoriaux des concurrents. Une fois qu'une brand content, là, on peut définir, l'entreprise pourra choisir ses médias et faire une analyse plus spécifique sur la réputation et l'image en ligne de la marque. Et pour terminer sur l'interaction entre le marketing et la propriété intellectuelle, nous voyons que le lancement d'un nouveau produit dans le marché est un moment crucial pour l'entreprise. Et c'est dans ce moment-là qu'il est fortement conseillé d'avoir une bonne communication entre l'équipe marketing et le conseil en propriété intellectuelle de l'entreprise. La propriété intellectuelle va répondre aux questions soulevées par le marketing, par exemple, quel est le marché de référence? Et cela est important pour déterminer la stratégie de dépôt de la marque. Quelles sont les offres des concurrents? Quels sont les signes qui sont déjà utilisés dans le marché pour voir si effectivement le signe qu'on veut utiliser est libre de droit. Et encore, par exemple, le marketing va se poser la question de savoir qui est le client.
Et là, la propriété intellectuelle va intervenir et va définir le public ciblé. Alors, la propriété intellectuelle, elle va vous permettre de protéger votre nouveau produit de plusieurs façons. Donc, par exemple, par le droit d'auteur, par les brevets, les dessins et modèles et le droit des marques. Donc, il est très important pour pouvoir protéger vos droits de propriété intellectuelle de prendre plusieurs précautions. Donc, tout d'abord, veillez à intégrer dans vos contrats des clauses de confidentialité et donc prévoir au sein de ces contrats des accords de non-divulgation. Et également être très vigilant sur les modalités de cession des droits entre le créateur et l'entreprise. Donc, par exemple, on a la Cour d'appel de Paris qui a considéré dans l'affaire Petit Bateau que la publication par un salarié de photographies qui dévoilaient la nouvelle collection d'une marque de vêtements, même sur un compte privé, ça constituait une faute grave qui justifie le licenciement du salarié. Donc là, en l'occurrence, la Cour a retenu que la salariée à l'origine des publications avait commis une faute grave parce que dans son contrat de travail, il y avait une clause qui prévoyait expressément une obligation de non-divulgation. C'est pour ça que c'est très important à veiller à ce que les contrats de travail des salariés visent expressément l'obligation formelle de non-divulgation des informations confidentielles afin de se prémunir contre le risque de fuite qui peut être très préjudiciable à l'entreprise. Donc, concernant la cession des droits entre le créateur et l'entreprise, tout d'abord, les clauses de cession, elles vont permettre de s'assurer de la titularité de vos innovations et de vos créations. Donc, ces clauses-là, elles vont être utiles notamment dans les contrats qui vont être formés avec les prestataires et les employés. Donc, ces clauses, elles doivent prévoir, selon l'article L131-3 du Code de propriété intellectuelle, l'étendue de la cession. Donc, il va falloir lister les droits qui vont être cédés de façon exhaustive. Donc, par exemple, les droits du numérique, le tribunal judiciaire de Lille a annulé un contrat de cession parce que les droits numériques, justement, n'avaient pas été spécifiés au sein du contrat. Ou par exemple, on peut aussi citer une affaire concernant le droit de déposer la marque. Donc, la Cour de cassation a jugé que la cession des droits de reproduction d'une œuvre n'implique pas nécessairement la cession du droit de déposer cette œuvre à titre de marque. Et également, au sein de votre clause, il va falloir viser effectivement la durée de la cession. Alors, pour ma part, je vais vous présenter les différents mécanismes au sein de la propriété intellectuelle qui permettent de protéger vos droits à l'occasion du lancement d'un nouveau produit. Donc, d'une part, on a le droit d'auteur. Donc, c'est un droit un peu particulier parce qu'on n'a pas besoin de le déposer. En fait, ce n'est pas un droit enregistré. Il est conditionné donc à deux éléments. D'une part, la forme, donc votre œuvre doit être identifiable et suffisamment précise pour permettre sa communication aux tiers. Et elle doit être originale. Donc ça, c'est la condition sine qua non. Elle doit en fait traduire la personnalité de son auteur. Donc, comme je disais, c'est une protection sans formalité. Donc, pas besoin d'enregistrer vos droits, en tout cas en France. Il y a d'autres pays dans lesquels on peut enregistrer le droit d'auteur comme on pourrait enregistrer une marque, par exemple. C'est le cas aux États-Unis. On peut déposer ce qu'on appelle des copyrights. Le droit d'auteur est très protecteur en France, donc sa durée de protection s'étend jusqu'à 70 ans après la mort de son auteur. Mais il faut faire attention car les conditions d'obtention, d'octroi en tout cas du droit d'auteur ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à un autre. Donc ce n'est pas parce que vous êtes protégé au titre de droit d'auteur en France que vous le serez dans un autre pays. Alors ce qui est difficile avec le droit d'auteur, c'est de rapporter la preuve de l'originalité. En fait, le droit d'auteur s'applique automatiquement à partir du moment où l'œuvre est considérée comme étant originale. Donc, le risque qui se présente ici, c'est que son appréciation dépend de la volonté des juges et de leur évaluation surtout, et qui sont libres, le juge est libre de reconnaître ou non l'originalité. Donc, en fait, jusqu'au moment où il y a un éventuel litige, vous ne savez pas forcément si on va octroyer une forme d'originalité à votre œuvre
ou non, et donc vous ne saurez pas forcément si vous êtes effectivement protégé par le droit d'auteur. Alors après le droit d'auteur, on a ce qui s'appelle le droit des brevets. Donc ça peut faire partie aussi de votre stratégie pour protéger votre nouveau produit. Donc le droit de brevet protège une innovation technique, un produit ou un procédé qui est destiné à apporter une solution qui est nouvelle à un problème technique identifié. Donc pour être protégé au titre du droit des brevets, votre création doit être nouvelle. Donc elle ne doit pas déjà exister ou déjà avoir été inventée par quelqu'un d'autre. Elle doit impliquer un effort intellectuel, donc une activité inventive, et elle doit être susceptible d'application industrielle, donc effectivement d'être appliquée dans votre secteur d'activité. Alors en troisième lieu, on trouve la protection par ce qu'on appelle les dessins et modèles. C'est un peu plus particulier et ce n'est pas forcément ce qui parle le plus au public, mais ça permet de protéger d'autres aspects de votre produit. Donc, pour être protégé par le droit des dessins et modèles, il faut que votre produit soit nouveau et qu'il ait ce qu'on appelle un caractère propre ou individuel. Alors, qu'est-ce qu'on peut protéger par le droit des dessins et modèles? Par exemple, un design, un contour ou encore la forme ou la texture d'un produit. Donc, ça peut, par exemple, si vous avez votre activité dans le secteur de la mode, vous pourrez protéger la forme, je ne sais pas, d'une robe ou d'un sac à main. Donc, il y a plusieurs stratégies pour protéger vos dessins et modèles. Vous pouvez, d'une part, effectuer un dépôt national, donc par exemple, obtenir une protection d'un dessin et modèle en France, ou encore au sein de l'Union européenne, ou enfin par le système international, donc qui vous permet de désigner et d'avoir une protection dans différents pays. Et enfin, la protection par le droit des marques. Alors, donc les marques, c'est généralement ce qui parle le plus, à l'inverse des dessins et modèles. Pour être protégé à titre de marque, le signe doit être distinctif, il doit être licite et disponible. Donc, en fait, quand on dépose une marque, on va désigner différentes classes, et dans ces classes, ce qu'on appelle des produits et services, c'est en fait les éléments pour lesquels vous voulez être protégé. Donc, tout ça, ça dépend de l'activité pour laquelle vous avez... à travers laquelle vous allez utiliser votre marque. Donc, c'est très important de bien rédiger son libellé, donc la liste des produits et services qui vont être visés, parce que c'est justement ce libellé qui va déterminer l'étendue de votre protection. Et ce qui est intéressant avec le droit des marques aussi, c'est qu'on peut octroyer des licences à travers des contrats pour autoriser des tiers à utiliser vos marques, et on peut également étendre la protection d'une marque à l'étranger. Si vous la déposez en France, vous pourrez toujours l'étendre dans d'autres territoires. Donc justement, quand on parlait du contrat de licence, en fait, le droit des marques vous octroie ce qu'on appelle un droit exclusif. Donc à partir du moment où vous êtes le titulaire de votre marque, vous êtes normalement le seul à pouvoir utiliser le signe, donc la marque, dans le secteur d'activité visé. Mais vous pouvez tout à fait autoriser des tiers à utiliser votre marque par le biais des contrats de licence. Donc il faut faire attention à respecter certains éléments. Il faut bien une mention séparée pour chaque marque et les différents types d'usages que vous allez autoriser à cette personne. Il faut définir l'extension territoriale de la licence, donc elle peut être nationale ou internationale. Encore le caractère personnel de la licence, donc à savoir que vous l'octroyez à une personne en particulier. Prévoir l'obligation de non-concurrence, mais également une mention sur la défense de la marque et enfin une clause de résiliation du contrat et une date de fin de contrat. Donc, on peut envisager en premier temps, évidemment, de déposer une marque dans le pays dans lequel vous allez démarrer votre activité. Donc, par exemple, si vous êtes une société française et que vous allez exploiter votre activité en France, on va envisager un premier dépôt de marque en France. Mais si votre activité est destinée à s'étendre sur d'autres territoires, alors à ce moment-là, vous pourrez étendre la protection de vos marques. Donc, soit pays par pays, en déposant des marques dans différents pays, soit déposer un titre unitaire au sein de l'Union européenne pour être protégé dans toute l'Union européenne, ou encore déposer une demande de marque internationale par le biais de laquelle vous pourrez désigner plusieurs pays dans le monde entier. Alors, les points importants en matière de stratégie marque, il faut vraiment envisager la marque comme une prémisse au sein de votre projet. Donc, il faut déposer les marques dès l'origine de votre projet, en fait. À partir du moment où vous savez que votre projet va être lancé, et même s'il n'a pas encore été lancé, c'est important de déposer des marques pour éviter d'une part les dépôts frauduleux d'autres personnes,
ou encore une éventuelle divulgation, comme le disait Lida tout à l'heure, d'une personne que vous connaissez ou d'une personne interne à votre société qui pourrait justement porter atteinte aux droits que vous envisagez de déposer. Mais il faut aussi choisir ses batailles. Donc, quand on parlait de territorialité, il faut déterminer un territoire limité, mais qui soit le plus adapté possible. Il faut penser global et digital, avec aussi associer la protection des marques à la protection des noms de domaine au moment du dépôt de la marque. Donc, si vous déposez une marque, c'est bien aussi d'enregistrer le nom de domaine qui correspond à cette marque. Il faut surveiller ces marques dans le monde réel comme dans le monde digital, qui se développe de plus en plus et dans lequel on a affaire malheureusement à beaucoup d'atteintes. Et c'est quand même nécessaire de se faire assister d'un conseil parce que mieux on dépose sa marque et mieux on sera protégé à l'avenir. Alors, pourquoi miser sur les marques? D'une part, comme je le disais tout à l'heure, ça vous octroie un monopole, donc vous êtes le seul à pouvoir utiliser votre marque pour le secteur d'activité que vous avez visé. Vous pouvez vous opposer à ce que d'autres personnes l'utilisent sans votre autorisation. Les marques sont renouvelables de manière indéfinie, donc elles sont dans la majorité du temps, enfin dans la majorité des pays plutôt, protégées pour une période initiale de 10 ans, mais vous pouvez les renouveler tous les 10 ans, et cela de manière indéfinie. C'est également un pilier dans une stratégie marketing et commerciale parce que généralement, vos marques sont aussi l'image de votre société ou l'image de vos produits en tout cas. Elle permet de protéger les investissements qui ont été réalisés pour le lancement du produit ou de l'activité. Et c'est aussi un élément qui est requis pour pouvoir exploiter dans certains pays. Par exemple, en Chine, vous pourrez lancer votre activité que si vous avez des droits de marque. Alors, quel type de marque peut-on protéger? En effet, il existe plusieurs types de marques. On peut d'abord protéger une marque verbale, donc c'est le cas du terme Google, par exemple. Ça, c'est une marque verbale que vous pouvez déposer. On peut aussi protéger un logo, donc c'est ce qu'a déposé Google, ou encore une marque, ce qu'on appelle une marque semi-figurative, donc c'est l'association d'un logo avec un terme, ou encore une marque de forme, donc comme ça a été le cas pour la bouteille de Perrier. Et plus récemment, on a eu des marques un peu plus atypiques qui se sont développées. Donc, par exemple, pour le premier exemple, une marque de mouvement. Vous allez déposer l'évolution d'une animation, par exemple, ou encore une marque multimédia. Donc, ça peut être une vidéo ou une marque hologramme comme l'a fait Google. Alors, il faut bien garder en tête que la marque, c'est un outil qui est aussi utile pour se défendre sur Internet. C'est pour ça qu'il faut l'associer au nom de domaine. C'est un outil puissant pour se défendre contre les atteintes qui ont lieu sur Internet, telles que le cybersquatting ou le phishing, donc l'envoi de mails frauduleux qui peuvent avoir un impact conséquent sur votre société, mais aussi pour s'opposer à la création de faux sites Internet qui essaieraient d'usurper votre identité. Et c'est également un outil nécessaire pour déposer ce qu'on appelle des procédures UDRP, par exemple, si vous voulez empêcher, enfin, en tout cas, vous opposer à l'utilisation d'un nom de domaine qui reproduirait votre marque ou qui porterait atteinte à vos droits. Merci Morgane. À présent, on va voir comment établir une stratégie de protection de marque, y compris sur Internet. Donc maintenant qu'on a vu un peu quels étaient tous les actifs qu'on pouvait mobiliser. Alors, tout d'abord, l'enregistrement de son nom de domaine. Donc, Morgane vous l'a dit, au moment où vous déposez la marque, c'est important aussi de penser au nom de domaine et d'agir de manière simultanée, d'enregistrer ces noms de domaine-là. Donc, comment choisir son nom de domaine? Évidemment, il y a des possibilités plus ou moins finies. Donc, on ne va pas réserver tout l'Internet. Donc, on va cibler aussi. Donc, par exemple, selon la présence géographique ou le domaine d'activité. Donc, la présence géographique, si je suis présente en France, aux États-Unis et au Canada, je vais me diriger vers le .fr, le .us, le .ca, le .com aussi pour penser un peu international. Et selon mon domaine d'activité, donc on a toutes les nouvelles extensions qui nous permettent de piocher selon les différents secteurs. Donc si je suis dans le luxe, je vais pouvoir prendre le .luxury. Si je suis dans le domaine de la santé, le .health ou le .healthcare par exemple. Alors, quel est l'intérêt de ces noms de domaine? C'est que ça permet donc de renforcer l'identité de la marque, évidemment, puisque on sait très bien que maintenant, les gens cherchent le produit ou la société sur Internet avant tout. Donc, c'est un vrai signe de ralliement sur lequel vous allez pouvoir communiquer, donc faire toutes vos communications officielles.
Donc, c'est important d'avoir les noms de domaine clés. Donc, ça permet aussi de lutter contre le cybersquatting ou contre le phishing, puisque si les noms de domaine qui sont les plus adéquats pour votre produit ou votre projet sont réservés par vous, ça limite fortement les chances de succès des fraudeurs lorsqu'ils essaient d'usurper votre identité. Alors, on a un petit paradigme au niveau des noms de domaine actuellement. C'est que les fraudes sur Internet sont de plus en plus complexes, plus dangereuses et plus rapides. Donc, on a des fraudeurs qualifiés, hein, donc ils savent ce qu'ils font. À côté de ça, la gestion du risque est plus difficile, puisqu'on a aussi des lois et des règlements qui exigent que la société se protège et qu'elle agisse contre les atteintes qu'il y a sur Internet. Sinon, sa responsabilité peut être engagée, tout comme celle de ses dirigeants. Donc, on parle plus généralement de compliance. Sauf que voilà, on est plein de bonne volonté, on a envie de se défendre, mais le problème, c'est qu'à côté de ça, on a le règlement général pour la protection des données qui préserve beaucoup les données personnelles, et donc l'identité du réservataire n'est pas forcément connue, et c'est pas forcément évident de se battre contre un adversaire un peu fantôme, donc on ne connaît pas. Voilà, ça c'est le paradigme qu'on a actuellement. Donc les différentes atteintes sur Internet, il y a beaucoup de créativité. Donc l'exemple le plus classique, c'est celui du faux site web, donc un site qui par exemple, je ne sais pas, va se faire passer pour Louis Vuitton et prétendre vendre ses produits. En général, ce sera accouplé à une fausse page sur les réseaux sociaux pour donner un petit air de légitimité. On voit beaucoup ce genre d'atteinte, par exemple, en période de solde ou de Black Friday. On a aussi la fraude au président, donc, qui est plus sophistiquée. Donc, en fait, le fraudeur va se faire passer pour un dirigeant de l'entreprise, qu'elle soit de grande ou de petite taille, hein, et envoyer un email en général à un assistant en prétextant une opération financière urgente et ainsi tenter d'obtenir des fonds qui ne lui sont absolument pas dus. Il faut aussi faire attention aux serveurs MX. Donc, derrière MX, en fait, tout simplement, on parle des serveurs de messagerie. Donc, parfois, un nom de domaine peut être cybersquatté, il n'y a pas de site, donc on se dit « Ah, bon, bah ça va, c'est pas dangereux » et on le laisse de côté. Alors que s'il y a des serveurs de messagerie, ça signifie que la personne qui l'a enregistré peut envoyer à qui il veut des emails à partir de ce nom de domaine-là. Donc, ça peut causer de grosses atteintes. Voilà, donc il faut faire très attention par rapport à ces différentes atteintes et se tenir à jour des nouveaux modes opératoires des fraudeurs. Alors, comment bien gérer sa marque sur Internet ? Donc, il faut investir dans une stratégie de protection et de défense préventive. Donc, on anticipe les besoins de nom de domaine lors du lancement de projet. Donc, on se dit, voilà, je vais adopter tel signe pour mon nouveau produit. Donc, je vais regarder un peu quels sont les noms de domaine qui m'intéressent, voir s'ils sont pris ou pas. Et on évalue aussi les risques liés au développement de cette nouvelle marque, puisque le nom de domaine constitue une antériorité opposable à la marque. Donc, si le nom de domaine qui vous intéresse est déjà pris et qu'il est exploité pour la même activité que celle que vous aviez prévue, ça peut causer un problème. Et aussi, donc ça permet aussi de pouvoir agir de manière préventive et de ne pas agir en situation de crise. Donc, si on a bien réservé les noms de domaine qui correspondent à notre activité, moins de chances de cybersquatting et donc moins d'hypothèses de devoir réagir en urgence. Il faut aussi définir une politique d'enregistrement de noms de domaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est que la société enregistre des noms de domaine, les prestataires aussi, les boutiques, voilà, donc les salariés, donc tout le monde y va un peu de son petit grain de sel. Et donc ça, c'est très dangereux, puisque si un jour le salarié quitte l'entreprise, ou alors si on se fâche avec son prestataire, on peut perdre son nom de domaine, ou en tout cas avoir des difficultés à le récupérer. Et on a déjà vu des prestataires qui se vengent et qui désactivent le site ou qui mettent autre chose à la place. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien définir une charte de nommage en interne pour dire que c'est la société qui enregistre les noms de domaine et définir l'adresse spécifique pour ces noms de domaine-là, donc pas l'adresse d'un salarié. En général, ce sera quelque chose comme domainnames@entreprise.com. Et il faut définir une politique de gestion des réseaux sociaux, donc ça va un peu dans la même lignée que celle des noms de domaine. Donc, si vous avez des boutiques, par exemple, qui veulent exploiter des pages réseaux sociaux, très bien, mais il faut quand même que vous ayez la main sur ce compte et le mot de passe du compte. Alors, comment identifier les risques ? Alors, ce qu'on conseille, c'est de faire un audit avec des recherches d'antériorité. Donc, ça permet d'avoir vraiment une vision globale de l'existant. Donc, on fait une recherche parmi les marques, les dénominations sociales, les noms commerciaux et enseignes et les noms de domaine. Donc, en fait, ce sont les antériorités opposables à la marque. Donc, ça permet vraiment de savoir ce qui est pris, ce qui n'est pas pris et d'élaborer une stratégie adéquate pour continuer avec son projet. Alors, admettons qu'on a fait toutes les recherches d'antériorité, on est très content, tout s'est bien passé, pas d'antériorité gênante, on a déposé notre marque.
Il faut ensuite la protéger. Donc, c'est un actif qu'il faut valoriser. Et pour le valoriser, il faut que l'environnement qui l'entoure soit sain. Donc, pour ça, il faut mettre en place des surveillances donc, parmi les marques, parmi les dénominations sociales, les réseaux sociaux, les noms de domaine, les marketplaces et éventuellement en douane. Donc, si vous lancez un nouveau produit, ça permettra de détecter les éventuelles contrefaçons et d'organiser leur destruction. Donc, voilà, là, ça permet vraiment de déceler tous les noms de domaine, les pages compte réseaux sociaux ou les marques qui sont déposées et qui sont très proches de la vôtre et donc d'agir le plus rapidement possible pour faire cesser le trouble. Alors, la stratégie de nom de domaine doit prendre en compte 2 choses, la gestion du risque et les pertes business. Alors, les pertes business, donc on a vu que les pertes business directes dues au piratage et à la contrefaçon représentent 7,4% des ventes annuelles en Europe. Donc, l'impact de ces faux sites web, c'est qu'on a près de 8% des consommateurs qui n'achèteront plus la marque. Évidemment, si vous êtes rué, je ne sais pas, sur un site Chanel qui faisait des super soldes où vous pouviez avoir des sacs à 200 € et en fait, c'était des faux et vous avez juste perdu de l'argent et rien reçu, ça va peut-être vous décourager de retourner chez Chanel par la suite. 32% des gens, un peu plus, cherchent des alternatives, donc ils iront chez le concurrent, et 22% se plaignent publiquement sur les médias sociaux. Et donc, on sait aujourd'hui que des comptes Twitter ou des pages Instagram peuvent avoir vraiment une forte notoriété et une forte influence. Et donc, la presse négative, surtout sur les réseaux sociaux, peut impacter la société de manière parfois dramatique. Donc, en fait, ça permet aussi de protéger ses clients. Donc, il faut être particulièrement vigilant sur l'usage qui est fait de la marque sur Internet. Donc, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est le bad buzz qui est nuisible à la réputation. Donc, si on laisse traîner un faux site, par exemple, ou une fausse page sur les réseaux sociaux et que les clients se font avoir, ils vont se détourner de la marque, ils vont en parler de manière négative. Et donc, ça peut avoir des conséquences assez déplorables. Alors, quels sont les différents types de services qu'on peut mettre en place pour se défendre sur Internet ? Donc, on a les études techniques, donc ça permet de savoir un peu quel est l'environnement d'un nom de domaine, donc qui sont les prestataires, qui l'a enregistré. Donc, parfois, on a la chance d'obtenir les informations. On peut mettre en place des actions pour bloquer un nom de domaine ou pour désactiver les services fournis par un tiers, donc par exemple l'hébergement du site ou l'hébergement des serveurs de messagerie. On peut faire désactiver les pages sur les réseaux sociaux. Voilà, pour les cas un peu plus délicats, on peut procéder à une plainte UDRP. Donc pour essayer d'obtenir l'annulation ou le transfert du nom de domaine. Donc ça, c'est le transfert du nom de domaine à un tiers. On a ça aussi. Donc ça, c'est plutôt si le nom de domaine est enregistré par un prestataire, on va le contacter, on va lui dire voilà, merci de procéder au transfert. Et on peut aussi demander une divulgation des données du déclarant à un registre. Donc c'est le fait de contacter le bureau d'enregistrement du nom de domaine pour essayer d'obtenir des informations sur le réservataire afin de pouvoir le contacter. Voilà, merci de votre attention. On est content, on a respecté notre temps. Il reste 1 minute. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit par email, soit sur nos comptes réseaux sociaux, puisque voilà, on est présent à peu près partout, Facebook, LinkedIn, Twitter et même Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des remarques. Et merci à tous. Bon après-midi.